La Russie veut attaquer les pays baltes pour tirer profit de la situation en Ukraine. Je sais, ça ressemble à un titre complètement fou. Mais c'est exactement ce qui semble se passer. Laissez-moi vous expliquer. Là où nous nous sommes arrêtés hier, nous savions que le directeur de la CIA, John Radcliffe, s'était rendu à Moscou pour une réunion de haut niveau avec quelqu'un à propos de quelque chose. Compte tenu des preuves dont nous disposons, du fait qu'il s'agissait d'un chef des services de renseignement et non d'un diplomate, et du précédent historique du directeur de la CIA de Biden qui avait effectué un voyage similaire en novembre 2021, j'ai soutenu que l'explication la plus probable était que des responsables occidentaux avaient découvert une sorte de complot russe visant à attaquer un pays de l'OTAN. Radcliffe s'est donc rendu à Moscou pour dire au Kremlin que l'Occident était au courant du plan et qu'il le révélerait si la Russie commençait à aller dans cette direction. Quelques heures plus tard, plusieurs médias, citant des sources ayant connaissance de la réunion, ont rapporté que c'est exactement ce qui s'était passé. Maintenant, je voudrais m'arrêter un instant ici. Cela ressemble à une occasion pour moi de savourer ma victoire, ayant prédit avec précision ce qui se passait en coulisses. Cependant, je ne pense pas que ce soit quelque chose à célébrer, et pas seulement parce que c'est une étape de plus vers un monde dans lequel je n'ai pas envie de vivre. En réalité, ce n'était pas une prédiction particulièrement audacieuse. Oui, l'un des thèmes clés que vous avez peut-être retenu de nos 4 dernières années ensemble, c'est cela. Les réponses aux questions intéressantes en relations internationales sont souvent impossibles à donner, et les experts qui essaient de vous dire le contraire se mentent à eux-mêmes ou vous mentent. Et ce n'est pas parce que nous sommes stupides comme des guerriers du clavier. C'est un problème structurel. Si nous connaissions les réponses à ces questions, alors certainement les décideurs connaîtraient aussi les réponses à ces questions, et donc nous n'atteindrions jamais un point où ces questions feraient partie de la conversation publique. Précisément parce que les décideurs auraient déjà traité le problème. Ironiquement, la mission secrète d'un chef des services de renseignement à Moscou n'entrait pas dans cette catégorie. Il n'y a qu'un nombre limité de choses qu'un chef de la CIA puisse aller faire là-bas. Et si vous suiviez les fuites de renseignements ces dernières semaines, il n'était pas difficile de rassembler les pièces du puzzle. Je trouve révélateur que le sentiment dominant sur Internet ait traité ce voyage comme un grand mystère. Ou pire, que Radcliffe était là pour négocier le pacte Molotov-Ribbentrop version 2.0. De façon choquante, quand Internet se laisse aller à des théories du complot sans fondement, tout le monde perd son temps à s'enliser dans des conversations ridicules. C'est vrai que ça ressemble à une petite victoire personnelle, mais il y a ici un point essentiel qui n'a rien à voir avec mon ego. Gardez cette idée en tête un instant pendant qu'on ouvre le journal pour en apprendre davantage sur les détails de la réunion. Eh bien non, en fait, nous n'avons toujours pas beaucoup de détails ici. Je vais également expliquer ce point dans un instant. Mais les rapports provenant de pratiquement tous les grands médias à cette heure indiquent simplement que Radcliffe s'est rendu à Moscou pour avertir le Kremlin de ne pas entreprendre d'actions provocatrices que les services de renseignement occidentaux avaient appris que les Russes pourraient bientôt mener. Aucun détail pour l'instant sur la nature de ces actions provocatrices. Aucun détail non plus sur ce dont Radcliffe aurait pu informer les autorités lettonnes pendant qu'il y a passé la journée de lundi. La seule autre information disponible est que Radcliffe avait pour mission secondaire de dire à la Russie d'arrêter d'aider l'Iran. Ce qui, soyons honnêtes, aurait pu être envoyé par email et que le Kremlin a immédiatement ignoré. Reste à voir si le Kremlin a ignoré la première partie. Cependant, maintenant que nous avons la confirmation que c'était le point principal de la réunion, il vaut la peine de discuter des grandes lignes du complot du Kremlin et de savoir s'il a la moindre chance de fonctionner et comment l'OTAN essaie de le perturber. Nous avons déjà parlé de l'essentiel du plan du Kremlin. Prendre une mesure provocatrice contre un pays de l'OTAN, créer une crise diplomatique, utiliser cela pour provoquer un effet d'union sacrée, et ensuite canaliser cette énergie patriotique pour obtenir le soutien nécessaire à une mobilisation à grande échelle. En réalité, la première partie de ce plan n'a rien de nouveau. Cela fait presque un an que la Russie a lancé une campagne de harcèlement contre les pays de l'OTAN, y compris, mais sans s'y limiter, des drones russes qui par hasard se retrouvent en Pologne, des drones russes qui par hasard se retrouvent en Roumanie, des drones ukrainiens brouillés qui par hasard se retrouvent en Lettonie, et provoquant un scandale suffisant pour entraîner la démission de leur Premier ministre. Des avions russes qui, par hasard, frôlent l'espace aérien estonien, et des explosifs d'origine totalement inconnue qui, par hasard, se retrouvent sur le tarmac d'un aéroport allemand. De plus, au cours de l'année écoulée,
Nous avons constaté une réaction relativement discrète de l'OTAN. Il y a eu quelques consultations au titre de l'article 4, au début de la saga, mais à part des mesures de défense renforcées et coordonnées, il n'y a pas eu grand-chose en matière de réponse proactive. Réponse proactive pourrait bien être mon nouvel oxymore préféré. Quoi qu'il en soit, l'OTAN n'a pas fait plus, parce que c'est précisément ce que la Russie attend de cette situation. On les appelle des attaques provocatrices pour une raison. Elles sont conçues pour provoquer une réaction. Mais la seule réponse jusqu'à présent, c'est que l'OTAN essaye de rester en dehors du conflit. J'ai utilisé l'expression «ne tombez pas dans le piège» il y a presque un an, et cela reste le mantra aujourd'hui. Cependant, nous rencontrons un petit problème avec la structure d'incitation créée ici, et nous commençons à en observer les conséquences. Si une attaque provocatrice ne provoque pas de réponse, alors peut-être que l'attaque n'est pas assez provocatrice. C'est du moins la leçon que le Kremlin semble retenir, d'où cette nouvelle phase d'escalade inconnue qui a forcé Radcliffe à se rendre à Moscou. Maintenant, ce que représente exactement ce niveau d'escalade reste flou. Comme je l'ai dit hier, la communauté du renseignement a probablement quelque chose de très précis entre les mains. C'est pourquoi on a fait le déplacement plutôt qu'un simple appel téléphonique. La raison pour laquelle ils gardent les détails secrets, c'est à cause du même exercice d'équilibre auquel Zelensky était confronté à la veille de l'invasion. Si tout le monde commence à paniquer avant même que le problème ne commence réellement, alors vous avez essentiellement offert une victoire gratuite à votre ennemi. Par exemple, si le rapport de renseignement inconnu indique que la Russie prévoit d'envoyer des petits hommes verts à Narva, en Estonie, alors l'annoncer maintenant ne fait que provoquer l'évacuation de Narva. Et il se peut que nous en arrivions là. Mais nous n'y sommes pas encore. Lorsque les États-Unis ont découvert le complot d'invasion il y a 5 ans, il y a eu un intervalle de 2 semaines entre la réunion privée à Moscou et le moment où certains rapports de renseignement déclassifiés ont été rendus publics. Il a fallu environ 1 mois avant que cela ne devienne une campagne médiatique concertée. Donc peut-être que nous commencerons à en apprendre davantage à ce sujet en septembre. Ou peut-être que cette fois, la Russie prendra l'avertissement au sérieux et annulera le plan. Et tout ce qu'on en entendra, ce sera dans 2 mois, sous la forme d'une enquête du Washington Post peu remarquée sur ce que nous avons évité de justesse. Le succès de la stratégie de révélation publique dépend en partie de la capacité de Poutine à réussir un délicat numéro d'équilibriste politique devant son opinion publique. Et cela dépend en partie de la réceptivité du public international plus large face aux avertissements. En 2021, l'administration Biden avait l'intention de révéler le plan d'invasion du Kremlin afin de rallier le soutien du public à l'Ukraine et d'empêcher la Russie de mettre en œuvre des opérations sous faux drapeau. Ce dernier aspect a été efficace. Il est difficile de mener une opération sous faux drapeau si l'autre camp a déjà rendu public ce que vous alliez faire avant même que vous ne le fassiez. D'un autre côté, cette partie était peut-être inutile, étant donné que les auteurs ne savaient même pas faire la différence entre les cartes SIM et les Sims. En revanche, la partie visant à rallier le soutien à l'Ukraine n'a pas aussi bien fonctionné. Les dirigeants européens n'ont pas vraiment rejeté cette idée, mais ils ne croyaient pas non plus vraiment que Poutine était sérieux dans toute cette affaire. Ainsi, il y avait beaucoup de soutien théorique pour l'Ukraine, il n'y avait tout simplement pas beaucoup de soutien concret jusqu'au début de l'invasion. Si l'on revient à aujourd'hui, la situation actuelle s'est améliorée sur certains points, mais elle s'est détériorée sur d'autres. Peu de dirigeants en Europe doutent encore des intentions de Poutine. Et nous avons assisté à un changement de pouvoir au sein de l'Alliance au cours des 5 dernières années. Le flanc Est mettait en garde contre ces problèmes depuis le début, mais pas assez de gens les écoutaient. Ayant eu raison, ils jouent désormais un rôle dirigeant plus important dans l'orientation de l'Alliance, ou du moins un rôle dirigeant disproportionné par rapport à leur taille. Pour spéculer un peu ici, Radcliffe ne s'est pas arrêté en Lettonie simplement parce que c'était une cible possible. Il était également là parce que le pays prend la situation au sérieux. L'envers de la médaille, c'est que l'opinion publique en Occident a davantage basculé dans le conspirationnisme au cours des 5 dernières années. Et cela laisse la porte ouverte à quelques problèmes potentiels à l'avenir. La dernière fois, l'objectif de l'administration Biden était d'informer les acteurs extérieurs de ce qui allait arriver. Cette fois, il y a le même public mondial, mais il y a aussi maintenant le public russe national. Le rôle du public mondial ici, en particulier dans les pays de l'OTAN, est de comprendre ce qui pourrait se passer et d'adopter une réponse mesurée. L'attaque est russe. Même si elle est réalisée sous faux drapeau, elle reste russe, et il doit y avoir des contre-mesures appropriées contre la Russie. En même temps, le but de l'attaque reste de provoquer l'OTAN. Donc se précipiter à invoquer l'article 5 et bombarder immédiatement tous les sites liés à l'attaque n'est peut-être pas la meilleure idée. C'est là que Poutine passe à la télévision
explique au public russe comment les fascistes occidentaux ont attaqué la Russie sans provocation, et que maintenant, il est temps d'agir. Et au fait, nous devons envoyer plus d'entre vous en Ukraine. L'Ukraine d'abord. Ensuite, nous nous occuperons de l'OTAN. Bien sûr, la Russie n'en arrive jamais à cette étape, car ce serait une mauvaise idée. Mais Poutine obtient ce qu'il veut en envoyant plus d'hommes en Ukraine. En fait, il n'a même pas besoin de le dire explicitement. Vous pouvez simplement dire qu'il doit y avoir une vague de mobilisation pour renforcer les frontières occidentales de la Russie. Et peut-être que 30 000 soldats prennent effectivement cette direction. Mais ensuite, 300 000 ont des boussoles mal calibrées et se retrouvent en Ukraine. Oups. Sur la scène internationale, l'OTAN peut lutter contre cela en ayant coordonné la réponse à l'avance. Peut-être que l'article 5 est effectivement invoqué. Mais ensuite, les mesures nécessaires pour rétablir la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord consistent à donner à l'Ukraine tous les missiles ATACMS restant dans les stocks. Si l'OTAN ne crée pas un nouveau front, il est beaucoup plus difficile pour Poutine de prétendre qu'une mobilisation est nécessaire. De plus, sur la scène internationale, il est important que des pays comme la Chine et l'Inde soient conscients de la situation. Les deux continuent de profiter en gagnant beaucoup d'argent tout en regardant la guerre en spectateur. Cependant, aucun des deux n'est particulièrement enthousiaste à l'idée d'une guerre de grande puissance entre l'Europe et la Russie. En fait, ils ne pourront plus gagner autant d'argent grâce à la guerre, car à ce moment-là, l'Europe bloquera toute exportation de pétrole russe depuis les ports de la Fédération. Je soupçonne que les responsables du renseignement américain informent actuellement leurs homologues dans ces deux pays de la situation, même si nous n'en entendons pas parler, parce qu'il n'y a pas de visites officielles de haut niveau dans l'un ou l'autre. Petite parenthèse, elle se rendra aux États-Unis le mois prochain. Et ensuite, nous arrivons au public russe. Ils doivent également être informés de ce qui se passe à l'avance, car il existe un intérêt commun entre eux et l'Occident. Poutine se sert de vous pour nous attaquer. Et nous voulons dire qu'il se sert de vous dans les deux sens du terme. Alors résistez à la mobilisation, quittez le pays, fomentez une révolution, peu importe. Mais ne jouez pas son jeu. Le truc ici, c'est que le Kremlin contrôle les médias nationaux russes. Ce n'est pas aussi grave que dans un pays comme la Corée du Nord, mais le gouvernement peut contrôler le récit. Pour surmonter ce problème, il faut que cela fasse la une dans le monde entier, afin que ça perce le mur médiatique russe et se répande dans toute la société. Vous pouvez voir comment les théories du complot causent des problèmes tout au long de cette liste. Si une grande partie des gens considèrent un rapport des services de renseignement américains comme dénué de sens, même lorsque des agences de renseignement européennes en confirment différentes parties, alors l'histoire est enterrée. Cela ne se répand pas dans la société russe. L'effet de dissuasion est perdu. L'attaque a bien lieu et la vague de théories du complot ne fait que grandir. Et dans le sens inverse, certains réclament des contre-mesures plus fortes qui, au final, servent les intérêts du Kremlin. C'est la pire crise de sécurité que l'Occident ait connue depuis la fin de la guerre froide. Cela dépasse tout ce qui s'est passé sous l'administration Bush, car la puissance de l'adversaire est nucléaire et la cible, c'est toute la coalition. Cela se produit dans un contexte sécuritaire déjà tendu à cause de l'Ukraine. Et la coalition n'a que quelques semaines, ou peut-être quelques mois, pour y voir clair. En attendant, si vous avez une question que vous aimeriez résoudre, vous pouvez la poser sur Geopolitics Helpline. Il y a toute une archive de son contenu ici, provenant de ma chaîne secondaire. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, alors merci de liker, partager et vous abonner, et je vous retrouve demain. Prenez soin de vous.